Voilà, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 8e webinaire Parlons RH sur le thème du recrutement. Je suis Thomas Chardin. Je dirige l'agence Parlons RH. Alors, en une phrase, Parlons RH, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de marketing éditorial et digital qui est dédiée à l'ensemble des acteurs RH, que ce soit les prestataires RH ou les DRH. Nous les accompagnons dans l'intégration du digital, notamment des réseaux sociaux, dans leur démarche de marketing RH, dans leur stratégie de communication RH, dans leur pratique RH. Bref, on parle RH. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Yann Guézenec. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être là avec nous ce matin pour parler du recrutement 2017, les 4 solutions pour faire mieux avec moins, qui est l'objet de notre webinaire, dont voici le sommaire. Comme toujours, de quoi parle-t-on? Donc Yann, je te demanderai de cadrer un petit peu notre sujet très rapidement, 3 minutes. Qu'est-ce que le recrutement? Qu'est-ce que faire mieux avec moi? Qu'est-ce qu'une solution, etc. Surtout, tu nous présenteras quelles sont tes questions, tes constats, pardon, pas tes questions, c'est moi qui vais plutôt poser les questions, tes constats sur le marché du recrutement, quel est le contexte dans lequel on se situe, quelles sont finalement les grandes tendances qui sont à l'œuvre. Et puis surtout, je dirais, le cœur de notre webinaire, c'est quelles sont les solutions, les pistes d'action pour optimiser ces recrutements en 2017. Je vous rappelle que ce webinaire durera 45 minutes, en tout cas jusqu'à 11h45, donc plutôt 40 minutes maintenant. Vous pouvez télécharger la présentation que nous allons vous dérouler. Vous pouvez surtout, et je vous invite à le faire, évaluer le webinaire avec une note de 1 à 5, je ne sais plus si c'est une note ou des étoiles, mais c'est ce qui nous permet, nous, de nous améliorer, d'être dans une forme d'amélioration continue pour mieux répondre à vos attentes. Et dans ce cadre-là, je vous invite également à mettre vos commentaires. Alors, ne soyez pas que critiques, même si c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Vous pouvez aussi nous donner quelques satisfaits, ça fait du bien. Donc, n'hésitez pas aussi à commenter le webinaire a posteriori, puis à nous dire ce que vous souhaiteriez de plus ou de moins. Et enfin, dernier élément, mais non des moindres, probablement le plus important, vous avez un chat en bas à gauche. Le but n'est pas uniquement d'avoir un propos descendant et unidirectionnel, bien au contraire, c'est de pouvoir échanger et un peu converser avec vous sur cette thématique. Donc n'hésitez pas à poster vos questions pour Yann, vos commentaires, vos retours d'expérience, et c'est ça qui nous permettra d'échanger sur cette thématique. Avant de commencer par cette première question, Yann, avant cette première question, de quoi parle-t-on? Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire et puis surtout présenter Altaïs? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Yann Guézenec, j'ai 47 ans, 3 enfants. Je suis fondateur, créateur d'Altaïs. C'est une société que j'ai créée il y a 19 ans. Nous sommes éditeurs de solutions en mode SaaS. Donc, ça ne s'appelait pas du SaaS il y a 19 ans, mais enfin, nous étions déjà sur le domaine. Nous éditons une suite utilisée par des grands comptes et des ETI et de plus en plus également par des grosses PME. Nos domaines couverts sont 3 types de domaines, à la fois... Tape-moi sur le bras quand j'oublie de cliquer. Voilà. Le recrutement et la mobilité, donc grand premier domaine avec le SI recrutement bien évidemment, tout ce qui touche au suivi des contrats à durée limitée, les stages, l'alternance, les VIE, les CDD, etc. Les applications pour vous accompagner sur les forums, pour flasher les CV, et puis les applications qu'on peut trouver en store, dans les stores. Donc si vous téléchargez des applications de recrutement de grands comptes, on met bien souvent en marque blanche chez nous qui sommes derrière. Deuxième grand domaine, les compétences et la performance. Donc là, c'est tout ce qui touche aux entretiens, tout type d'entretien jusqu'au 360. La GPEC, bien évidemment, la formation et le compendant, c'est-à-dire tout ce qui est politique de révision salariale. Là encore, de grands clients qui utilisent ces types de solutions. Et troisième grand domaine, les relations sociales et réglementaires. Donc là, c'est tout ce qui est dématérialisation des dossiers des salariés et la base de données économiques et sociales qui permet aux entreprises de porter leur communication à destination des membres des instances représentatives du personnel. Deux questions rapidement, parce que là, je vois qu'il y a un périmètre très très large. Vous êtes vraiment dans une dynamique, semble-t-il, d'innovation continue, non? Oui, complètement. Ce qu'il faut voir, c'est que tous ces modules s'inscrivent dans une suite intégrée. C'est une suite
ouverte, c'est-à-dire qu'on peut même appeler des solutions tierces à l'intérieur, et chaque module évolue à raison d'une montée de version par mois. Ce qui veut dire qu'on est une organisation extrêmement processée. Tous les mois, nous avons des innovations dans chacun des modules. Donc une organisation très agile. Et tout à l'heure, tu as évoqué des grands comptes et ETI. Juste secteur public, secteur privé. Oui, alors tout secteur, en fait, historiquement, on était très fortement dans l'énergie, c'est-à-dire tout ce qui est EDF, Engie, etc. On est évidemment sur le ferroviaire, la SNCF, et puis la banque, la distribution avec Auchan, etc. Donc en fait, vraiment sur tous les secteurs. D'accord, ok. Ça c'était pour Altaïs. Alors j'en viens à ma première question, mais de quoi parle-t-on sur ce sujet du webinaire qui est recrutement, faire mieux avec moins? C'est quoi faire mieux? C'est quoi faire moins? Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu le cadre de notre webinaire? D'abord, c'est pas faire moins. Hein. Oui, pardon. C'est faire mieux avec moins. Oui, c'est pas faire moins avec plus, ça c'est plus facile. Voilà. Alors, il faut partir en fait de l'organisation des entreprises. Hein. L'organisation des entreprises, c'est très clair. On a une DG qui décide de la stratégie, c'est ce que vous avez à l'écran, qui va transmettre ses consignes aux directions métiers. Les directions métiers ont des besoins de compétences pour répondre à ces stratégies, vont s'adresser à la DRH et la DRH va devoir mettre à disposition ces compétences. C'est ce qu'on appelle du recrutement. C'est mettre à disposition des directions métiers les bonnes compétences. Alors, évidemment, tout ça se fait dans un contexte un petit peu particulier. Hein. Alors, on peut parler de guerre des talents, de démarche RSE. En tout cas, ce que l'on demande aux entreprises, aux DRH aujourd'hui, c'est un maximum de réactivité, c'est une capacité d'adaptation et surtout, ça, on retrouve partout, c'est les restrictions budgétaires. De plus en plus réactifs, avec de moins en moins de moyens. Eh bien voilà, c'est ça ce dont on va parler ce matin. Très bien, alors on va tout de suite basculer. Alors ce slide-là, il a pour vocation à vous inciter à poser des questions, ou en tout cas à faire à mettre vos remarques. Alors c'est dommage, il y a une personne qui nous quitte, mais pour des défauts techniques, souvent elle n'a pas je crois que c'est Nadine qui n'avait pas le son, c'est ça, ou Stéphanie. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à le mettre. Il y a Ferrat qui est en face de moi et qui cherche à résoudre vos soucis, mais également notre partenaire Webikeo. Et donc, normalement, ça marche très très bien. Nous n'avons aucune difficulté. Donc, souvent, la configuration, elle est plutôt chez vous. Donc, le problème éventuel est plutôt chez vous. N'hésitez pas donc à poser vos questions ou simplement à faire part de vos commentaires dans la zone de chat. Poursuivons plutôt ce webinaire par la deuxième grande thématique. Quels sont les constats, puisque tu viens d'évoquer le cadre du webinaire avec la notion de recrutement qui est de mettre à disposition les compétences, les bons talents aux opérations. Quels sont les constats que toi tu fais sur le marché du recrutement? Quelles sont les grandes tendances qui sont à l'œuvre? Alors, on va partir de ce qu'on avait jusqu'à présent et après on va parler de ce qu'on va avoir, de ce que l'on a dorénavant. Jusqu'à présent, on avait des DRH qui étaient organisés par service. Je te laisse la souris parce que... Voilà, qui étaient organisés par service. Voilà, les DG qui s'appuyaient sur des DRH, les DRH qui étaient organisés par service et les services qui étaient organisés par périmètre. C'est-à-dire que les systèmes, les innovations que l'on a eues pendant ces dernières années servaient finalement des organisations historiques des entreprises et on a amélioré le fonctionnement de chaque périmètre pris séparément. Mais on était dans des organisations extrêmement cloisonnées et chaque périmètre répondait à son N+1. Et vous voyez que, évidemment, sur ce schéma-là, on comprend très vite qu'il y avait des difficultés finalement à avoir du pilotage efficace, tout simplement parce que c'était compliqué de centraliser tout ça et d'avoir du reporting intégré qui arrivait à la direction générale. Là maintenant, ça c'était ce qu'on avait jusqu'à présent. On a rendu chaque périmètre plus efficace les uns en parallèle des autres, avec relativement peu de communication finalement entre les périmètres. Aujourd'hui, les organisations changent complètement, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'optimiser leurs coûts, donc elles diminuent également leurs organisations, elles essayent de faire mieux avec moins, et comment? Eh bien tout simplement, on est en train de décloisonner complètement tous ces périmètres, on est en train d'avoir des équipes qui sont pluridisciplinaires sous la DRH, avec des experts au sein de ces équipes, et ces équipes ont pour clients les directions métiers et de l'autre côté les directions générales. Donc en fait, on a complètement décloisonné le fonctionnement des DRH et il faut que nos systèmes servent ces nouvelles organisations.
Voilà. Donc la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des systèmes transverses qui doivent répondre à l'ensemble des périmètres historiques. Il faut finalement que l'entreprise, au même titre que la fonction RH, s'horizontalise. C'est-à-dire que la pyramide hiérarchique s'écrase un petit peu pour devenir un petit peu plus en râteau. En tout cas, passer presque dans une organisation un peu fluide. Oui, complètement, complètement. Et d'ailleurs, on le voit sur le schéma, hein, c'est-à-dire qu'on gagne d'écran, on gagne des étapes dans la pyramide. La pyramide est moins haute et les gens sont beaucoup plus pluridisciplinaires. On les attend sur des périmètres beaucoup plus larges que par le passé. D'accord. Alors, je vois juste, il y a Annie qui fait cette remarque, 93% des entreprises sont des PME et ne sont pas ainsi structurées. Alors, Annick, je dirais, vous avez raison, même de mémoire, 99,8% des entreprises ont moins de 250 salariés en France, en nombre d'entreprises. Ça représente toutefois pas la majorité de l'emploi. Donc oui, il y a une structure très éclatée du tissu économique français, avec beaucoup d'ailleurs d'indépendants, de TTPE, de TPE, de PME, de TI, etc. Les structures qui sont un peu plus organisées par définition sont un petit peu plus sur le haut de segment, mais qui sont souvent source d'inspiration. Et on voit qu'il y a une forme de mimétisme entrepreneurial dans l'organisation des grands groupes, notamment de la fonction RH, qui a tendance à descendre par les porosités de l'entreprise. Désolé de cette réponse un peu longue, sur les PME. Donc oui, toutes les entreprises ne sont pas aussi structurées. Non, mais bien sûr, elles ne sont pas aussi structurées et on demande depuis longtemps dans les PME aux membres des équipes RH d'être déjà très transverses. Pour autant, elles bénéficient aujourd'hui justement de ces outils complètement transverses. Ça leur permet d'être aujourd'hui beaucoup plus efficaces sur l'ensemble des périmètres. Donc, c'est clair que c'est un constat, mais les outils mis à disposition les servent d'autant mieux aujourd'hui. Alors, je vois Nadine aussi qui pose la question, donner des exemples d'experts domaine. Ah oui, d'accord. De domaine RH, c'est ça, je suppose? Oui, alors si on prend des grands comptes, vous pouvez avoir des experts de l'enseignement, par exemple. Donc vous allez avoir les experts des relations avec les écoles. Si vous avez, dans les grands comptes, vous pouvez avoir les experts du recrutement de cadres, vous pouvez avoir les experts du recrutement des agents de maîtrise. Et tout ça était complètement cloisonné jusqu'à présent. Dorénavant, ça ne l'est plus du tout. Et vous allez avoir également des experts de la gestion des contrats de travail, etc. Donc tout ça est en train de se décloisonner. Alors on va passer à la question suivante. Je regarde juste Ferrat, on a l'impression que l'image est figée, en tout cas de notre côté. Ok, alors tant qu'on a du son, on continue. On va continuer à traiter ce webinaire. Donc ça, c'était vos questions. N'hésitez pas à continuer. Alors, le cœur du sujet, au regard de ce contexte et de ces tendances qui sont à l'œuvre, j'allais dire ce désilotage, c'est peut-être un peu moche, quelles sont les solutions, les actions pour optimiser justement ces recrutements? Je te laisse la souris parce que je sais qu'il y a pas mal de slides qui viennent après. D'accord. Donc, ce sont des pistes d'optimisation. La première chose, c'est évident, c'est qu'il faut que vous privilégiez l'interne. Lorsqu'on vous demande des compétences, la première chose, c'est de réfléchir, non pas de manière directe vers du recrutement externe, mais de bien considérer d'abord les compétences disponibles au niveau de l'interne. Encore faut-il que vous soyez organisé pour pouvoir le faire. La deuxième chose... Je t'arrête, excuse-moi, donc finalement, la notion de recrutement, c'est le recrutement au sens très large du terme, c'est-à-dire interne, externe... Le recrutement, c'est ce que j'ai vu sur la première diapo, et c'est clair, on est là sur le recrutement au sens large, c'est-à-dire la recherche des bonnes compétences en face d'un besoin, et bien souvent, les compétences sont disponibles en interne. D'accord, je vais juste préciser ce point parce que c'est une approche... non pas iconoclaste, mais une approche large de la notion de j'ai besoin d'un talent, je vais d'abord regarder en interne. Tout à fait. Et d'abord rechercher en interne, mais c'est surtout aussi dans une logique d'optimisation, c'est-à-dire que ça vous coûte beaucoup moins cher, évidemment, c'est une évidence de faire appel aux compétences qui sont déjà disponibles en interne. La deuxième chose, c'est que vous avez des personnes qui passent chez vous, qui pendant des contrats à durée limitée, ce que j'appelle le contrat à durée limitée, justement, donc c'est tous les alternants, les stagiaires, les CDD, les VIE, qui, eux, sont parfaitement connus de vos équipes. Vous cassez complètement toute l'incertitude que vous pouvez avoir sur un vrai recrutement externe. Là, si vous avez bien fait votre travail en amont, si vous avez bien qualifié vos viviers, et on va voir un petit peu comment ça peut se passer, et bien évidemment, le deuxième endroit où il faut aller chercher, ce sont sur les contrats à durée limitée, c'est-à-dire les viviers qualifiés.
Et si vous ne trouvez pas dans ces deux viviers, et bien évidemment, là, vous ouvrez sur l'externe, et donc, sur le coût d'un recrutement externe, on va voir aussi comment optimiser ses coûts. Mais toujours est-il que c'est quand même ce qui revient le plus cher en permanence pour trouver les bonnes compétences. D'accord. Deuxième chose, vous allez donc avoir des viviers. Aujourd'hui, les systèmes permettent d'automatiser ces viviers. Alors pour l'interne, on ne va pas développer longuement ce sujet parce que ce sont des dispositifs qui sont relativement complexes, mais qui surtout se doivent d'être totalement adaptés. Donc on fera peut-être un jour un webinaire juste là-dessus. Disons que les viviers doivent reposer sur des dispositifs de GPEC adaptés et puis la possibilité d'avoir un intranet de mobilité interne. En ce qui concerne les contrats à durée limitée, il faut que vous qualifiez vos viviers. Et pour ça, vous avez des systèmes aujourd'hui qui vous permettent d'automatiser complètement la qualification de ces viviers. La première chose, c'est, bon, évidemment, les systèmes doivent accueillir les personnes qui arrivent chez vous, mais avant la fin de leur contrat chez vous, les systèmes vont aller interroger les tuteurs, vont leur demander d'évaluer ces personnes, vont aller également interroger ces personnes directement pour connaître eux-mêmes leurs souhaits vis-à-vis de l'entreprise, s'ils n'ont plus envie de continuer à travailler chez vous. Bon, ben, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de les garder en vivier. S'ils ont envie de partir à l'étranger ou s'ils ont envie de poursuivre leurs études, il y a des traitements aussi différents. Et il est clair que ces données seront qualifiées dans des viviers et derrière, donc, vous pourrez exploiter ces viviers. Troisième chose, il faut que vous fiabilisez vos viviers. Ça, c'est très, très, très important. C'est-à-dire que très régulièrement, on a vu dans les entreprises des viviers qui ne sont absolument pas fiables. Un sujet, là j'aborde la logique du handicap. Bien souvent les entreprises voudraient avoir des viviers de personnes ayant une RQTH, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il est clair que si vous ne demandez pas à ces personnes si elles ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et si vous ne leur demandez pas la preuve, eh bien vos viviers ne seront pas fiables. Juste pour la petite anecdote sur ce sujet, si vous mettez une case à cocher et que vous demandez aux gens s'ils ont une RQTH, vous avez 70% des personnes qui vont cocher cette case qui, dans les faits, ne l'auront pas. Et le chiffre 70%... Pourquoi elles le font Parce qu'elles savent qu'au bout d'un moment, non, on va leur demander des documents qui permettent de le justifier. Non ? Ouais, alors, la réponse politiquement correcte, ça serait de dire qu'ils n'ont pas vu, ils ont coché la case comme je valide les conditions générales ou je confirme avoir bien lu, enfin, j'en sais rien. Dans les faits, je pense que c'est un petit peu plus biaisé que ça. C'est tout simplement qu'il y a plus de chances de décrocher l'entretien lorsque vous avez évidemment une RQTH. Donc maintenant, pour fiabiliser ces viviers, on demande directement l'upload de la copie de RQTH au même titre que le CV ou une lettre de motivation. D'accord, donc si on coche la case, 70% qui cochent la case, c'est... 70%, c'est une étude qui a été faite il y a quelques temps sur un grand compte chez qui on avait ce système avec une case à cocher simplement. D'accord. Et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à demander l'upload maintenant de la reconnaissance. D'accord. Voilà. Autre piste, évidemment, c'est d'automatiser la génération de vos viviers. Vous avez aujourd'hui des moyens pour vous rendre toujours plus efficace. On est toujours dans la même logique d'essayer de rendre les gens plus efficaces. Vous avez des moyens aujourd'hui, lorsque vous êtes sur les forums, de flasher en direct les CV sur les forums, et tout ça vient nourrir directement vos viviers. Les mots sont directement analysés, les emails sont repérés, les réponses sont adressées directement aux candidats. Et là, on voit bien à quel point il est possible aujourd'hui de faire plus, mieux, potentiellement avec moins de monde, c'est beaucoup plus efficace. Et en termes d'image, évidemment, ça soigne toujours l'entreprise. Surtout si on cumule l'ensemble des solutions que tu évoques, effectivement, ça permet de... Bien sûr, c'est tout un ensemble de pistes. Et encore ce matin, on est un peu limité dans le temps, donc il y en a encore plein d'autres. L'autre chose, évidemment, une fois que vous avez fait vous avez généré vos viviers, il faut que vous puissiez les exploiter. J'en parle, c'est que c'est évidemment plus que faisable et qu'on l'a mis en place dans les tas de sociétés, ce genre de fonctionnement. Je te coupe parce qu'il y a une question d'Annie qui dit comment est-ce qu'on flash sur les forums? Faut-il un logiciel spécifique? Alors, oui. Je me permets de te couper parce que comme ça permet de répondre à nos internautes. Bien sûr. Alors, oui, bien sûr, il faut un logiciel spécifique. Il y a plusieurs sociétés à en proposer. Nous en proposons un qui s'appelle Forum RH. Et c'est une solution qui permet de présenter directement aux candidats les offres disponibles qui correspondraient à leur profil et qui permet effectivement de flasher ces CV et automatiquement ça les transfère dans les ATS, enfin les outils de l'ESI recrutement. Il y a Nadine aussi qui pose une question, mais quel système conseillez-vous?
La réponse est un petit peu facile, Nadine, puisque Altaïs propose ce type de solution et est une solution, une suite complète qui traite du sujet. Donc aujourd'hui, je n'aurai qu'une seule solution à vous recommander, celle de mon invité. Voilà, mais avec grand plaisir pour prendre contact avec Nadine pour lui présenter cette solution, hein, évidemment. Voilà. Bien sûr. Voilà, alors nous étions... pardon, on était sur la centralisation des viviers. Voilà, et donc sur l'exploitation, la deuxième chose, c'est que donc vous avez vu qu'on génère quand même beaucoup de viviers, hein, finalement, une fois qu'on a centralisé tout ça. Il y a aujourd'hui des moyens de mettre des agents de veille sur vos viviers. C'est-à-dire que si vous recherchez des compétences pointues, on peut imaginer par exemple que vous souhaitiez détecter des profils de personnes qui y aient travaillé, ou qui soient en poste, hein, pourquoi pas, dans telle ou telle entreprise, et qui aient des compétences, qui parlent 3 langues particulières, etc. Évidemment, ces critères sont pointus. Eh bien, mettez en place des agents de veille sur vos viviers, c'est-à-dire ne passez pas votre temps à faire des requêtes dans vos viviers. Il est possible aujourd'hui d'automatiser ces requêtes et ça va fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an, et vous recevrez directement les notifications sur vos smartphones ou directement par mail dès qu'une personne qui correspond à vos souhaits tombe dans ces viviers. On a donc aujourd'hui des viviers extrêmement puissants et extrêmement simples d'utilisation qui demandent peu de travail au quotidien pour les exploiter. Enfin, dernière chose, hein, sur vos viviers, fondamental, c'est fondamental, il faut que vos viviers soient tenus à jour. Pendant des années, et encore maintenant, on a vu des viviers qui ressemblaient, moi j'appelais ça des poubelles, et je continue à appeler ça des poubelles, hein, les candidatures spontanées qui débarquent dans les entreprises qui ne sont jamais utilisées, ça vous met en danger potentiellement par rapport à la CNIL, et surtout ça devient totalement inutilisable au bout d'un moment. Les données sont obsolètes. C'est très simple aujourd'hui d'automatiser vos viviers. Hein, il faut simplement que le système aille interroger les personnes qui sont dans vos viviers. Déjà, ça va être bien parce que ça va leur permettre de savoir qu'ils sont dans vos viviers, mais surtout d'aller les interroger pour savoir si les données sont toujours à jour et si elles sont toujours en recherche d'emploi, toujours intéressées pour venir travailler dans votre entreprise. Vos viviers seront toujours à jour avec ces systèmes d'automatisation. Alors, si on passe juste à l'étape d'après, mais juste là, finalement, on a fait la première étape, c'est privilégier l'interne. La deuxième, automatiser les viviers avec, je vais le résumer, qualifier, flasher, alerter, actualiser. C'est un certain nombre d'actions qui permettent de s'assurer de cette qualité de vivier, j'ai envie de dire, ce dynamisme. L'étape d'après, c'est quoi? C'est mesurer l'efficacité des actions, c'est voilà. Ça. L'étape d'après, en fait, c'est toujours dans une logique d'optimisation. Hein. On est toujours dans une logique où on va en demander plus à moins de monde sur des périmètres plus larges. Ce qui est important, c'est également de mesurer l'efficacité de chacune des actions que vous menez. Il y a aujourd'hui des solutions extrêmement efficaces pour mesurer l'efficacité des actions, alors ce qu'on appelle marque employeur, marque recruteur, enfin les entreprises appellent ça comme elles le souhaitent. En tout cas, c'est une source de coût importante, c'est-à-dire toutes les actions que vous menez, aujourd'hui, il y a des moyens de mesurer les résultats de ces actions. Un exemple, vous menez une campagne de communication, eh bien, mesurez immédiatement l'effet que vous allez avoir sur votre indicateur marque employeur. Cet indicateur, il est basé immédiatement sur l'attractivité de votre marque, et ça, comment est-ce qu'on le mesure? Eh bien, tout simplement en mesurant le nombre de personnes qui vous ont fait part de leur intérêt pour l'entreprise depuis moins de 3 mois, et comme en permanence, le système va aller interroger pour savoir si les personnes qui sont en vivier sont toujours intéressées par votre entreprise, eh bien vous mesurez simplement ces indicateurs-là. Alors j'ai juste un petit message technique. Thomas, pouvez-vous cliquer, donc ça s'adresse à moi, sur la petite caméra blanche dans le bloc vidéo conférence pour défiger votre image. Je ne demande que ça. Hop, tac. Est-ce que... Alors maintenant c'est tout noir, donc c'est pas forcément... C'est défigé, mais il n'y a pas forcément le retour écran. Alors attendez, on va juste... tac, je recording is preparing. Do we want to quit? No. Voilà, on va pour... Alors on va... Petit problème de retour écran, donc c'est quand même plus sympa d'avoir le retour image.
Yes. Ready, want to quit? Yes. Ok. Hop. Bon. Ok, tant pis, on continue. Pour l'instant, il n'y a pas de retour image, mais vous avez nos voix et l'image. Donc, si on poursuit sur cette mesure de l'efficacité, donc, ce que l'on disait, c'était donc l'importance de mesurer en permanence les résultats des actions que vous menez. Hein, on a une... merci Annick qui nous dit que ça suffit, c'est parfait. D'accord. On a donc des possibilités aujourd'hui de mesurer les résultats de chaque action qui sont faites et donc d'optimiser ces actions. La deuxième chose, évidemment, mais là c'est juste des idées, hein, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable, il y a un des coûts qui concerne directement la diffusion de vos annonces. Vous les diffusez sur les job boards, vous les diffusez sur des réseaux sociaux, vous les diffusez partout où elles ont une possibilité d'être vues. Eh bien, vous pouvez mesurer aujourd'hui de manière extrêmement efficace et ludique. Hein, vous voyez un petit peu le genre d'écran, le genre de reporting qui sont générés. Vous êtes capable de mesurer de manière très ludique la pertinence de vos job boards. C'est en temps réel, en instantané, ça? Non, c'est à chaque fin de mois, d'accord, ou chaque fin de trimestre, en fait, les entreprises décident. Évidemment, il faut une période, puisqu'on va couvrir une période de diffusion des offres et donc mesurer le nombre de candidatures. On est capable de faire du qualitatif et du quantitatif. Hein, c'est-à-dire, bon, le quantitatif, c'est relativement classique. Le qualitatif, c'est de mesurer jusqu'aux personnes réellement recrutées. D'accord. Et par exemple, là, on pourrait avoir une espèce de tableau de bord qui nous dirait quel est le canal de sourcing le plus efficace ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors Nadine a une question intéressante. Là, est-ce qu'il faut une bonne équipe informatique derrière tout ça? Très clairement, non, évidemment. Ça n'est que du SaaS. Alors, plus ça va dans les grands comptes et plus les équipes informatiques aujourd'hui ont des compétences au niveau de la sécurité, au niveau du SaaS, ou au niveau de l'architecture du SaaS. Mais au niveau du métier, tout se trouve chez l'éditeur. Au niveau de la sécurité, c'est simplement qu'il faut que, selon l'importance de l'entreprise, il faut que les systèmes soient complètement auditables. Voilà, donc les équipes informatiques servent plutôt à faire de l'expertise, mais pas de la mise en œuvre. Il y avait une question sur la formation aussi. Alors, il y a la formation à l'outil, puis il y a la formation au dashboard. La durée de la formation, en moyenne, ça serait quoi? Juste pour qu'on puisse essayer de se projeter. La question est un petit peu générale, hein, puis la réponse est souvent ça dépend, mais si on prenait le cas d'une entreprise, hop, si je déploie, ça met combien de temps? Alors, actuellement, on est en train de déployer sur une entreprise, sur toute la France, le temps de formation est d'une journée pour les administrateurs, et en fait, ce sont des présentations uniquement qui sont faites aux utilisateurs, et ça se fait sous forme de webinaire. Donc, c'est-à-dire que les systèmes, aujourd'hui, un système bien conçu, et je prétends que les miens le sont, ce sont des systèmes qui sont intuitifs. Donc, en fait, les temps de formation sont extrêmement faibles. Alors, au niveau des dashboards dont tu parlais tout à l'heure, les dashboards aujourd'hui, si on commence si on parle des dashboards d'hier, hein, c'est-à-dire il fallait avoir des personnes qui faisaient presque de la BI bientôt pour comprendre de sortir des BI. Oui. BI, Business Intelligence, non, c'est juste pour préciser. Pardon. Oui, effectivement. Là, il fallait presque des informaticiens pour entrer dans les systèmes. Aujourd'hui, tout est automatisé. Et c'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. C'est que vos indicateurs, aujourd'hui, doivent être complètement automatisés. On a vu que les organisations ont changé, que les clients de la DRH, ce sont directement les directions métiers ou les DG. Il est évident que vous n'allez pas demander au DG ou à la DRH ou aux directions métiers d'aller se connecter dans le système pour essayer de sortir leurs indicateurs. Les indicateurs doivent être 100% automatisés. Voilà le genre d'indicateurs que l'on met en place aujourd'hui. Il s'agit de PDF. Alors, de PDF, format A4, c'est mis en place lors du projet et c'est adressé seul à échéance régulière aux directions générales ou aux directions métiers avec juste les indicateurs qui les intéressent. Évidemment, si jamais ils ont envie d'en savoir plus, il y a toujours des possibilités de faire des requêtes un peu plus pointues directement dans le système. Mais ça, c'est envoyé directement par mail, de façon régulière, uniquement sur les périmètres qui concernent les sociétés, les personnes qui reçoivent ces mails.
Et dans les entreprises Je suis aujourd'hui, manager, je reçois les indicateurs sur mon périmètre. sur mon service, Ouais, sur mon service. exactement. Et là, typiquement, ces indicateurs-là, bien souvent dans les grands comptes aujourd'hui, ça fait l'objet de discussions autour du café RH mensuel. Hein, c'est-à-dire que chacun reçoit ce petit papier et autour d'un café, eh bien, on va directement prendre connaissance des indicateurs de manière régulière. Sabrina qui pose la question et je vais la décliner sa question. Sabrina pose la question, est-ce que c'est personnalisable? J'ai envie de dire, il y a deux types de personnalisation, enfin il y en a plusieurs, mais est-ce que finalement chaque entreprise peut avoir son modèle d'indicateur? Et est-ce que moi tout à l'heure, je venais de poser la question de dire en tant que manager, c'est ça ce que je reçois. Si moi je préfère avoir d'autres types d'indicateurs, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est faisable déjà? Et est-ce que c'est facile? Oui, alors on a des indicateurs standards que l'on délivre lorsqu'on met en place les solutions. Par contre, on peut en générer autant que l'on souhaite de ces indicateurs. C'est-à-dire qu'on joue aussi un rôle de conseil aujourd'hui. Lorsqu'on déploie les solutions, on travaille avec le client pour définir quels sont les indicateurs les plus pertinents au vu de leur stratégie, de leurs objectifs. Donc les rapports seront personnalisés en fonction de cela, et bien évidemment, si on doit les faire évoluer demain, il n'y a aucun souci. Donc Sabrina, c'est personnalisable, c'est alors modélisé au départ, si je comprends bien, avec un catalogue d'indicateurs, c'est personnalisable et en plus c'est évolutif. Voilà. Et il y avait aussi Namani qui posait la question, la majorité des grands comptes a-t-elle conscience que tout ce que vous abordez, qu'ils ne sont pas forcément organisés comme ça? Et moi j'avais juste une stat à proposer sur ce sujet qu'effectivement, même si on peut penser que les grands comptes sont les mieux équipés, il y a un taux d'équipement en termes de solutions informatisées RH dédiées à chaque périmètre fonctionnel, à chaque grand domaine, ici les recrutements ou les tableaux de bord, les indicateurs, qui est très faible. Le taux de pénétration de la technologie au sein de la fonction RH est assez faible, et j'ai une entreprise sur 4 de plus de 3000 salariés est équipée d'un système informatisé dédié au recrutement. Autrement dit, 3 entreprises sur 4, 75%, ne l'est pas. Alors après, il faudrait creuser l'échantillon de l'étude et la formulation exacte de la question, mais la majorité des grandes entreprises ne sont pas forcément équipées d'un système dédié. Et je dirais, c'est pour ça qu'on en parle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur un marché de renouvellement, mais bien sur un marché d'équipement. Il est temps, au même titre que les autres fonctions de l'entreprise, de s'équiper avec des solutions modernes. J'allais dire plug and play, c'est jamais totalement vrai, mais en tout cas dont on ne se préoccupe pas forcément de la technique de paramétrage, etc., mais plutôt de l'usage, de l'analyse. C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est que les indicateurs ils doivent être produits le plus automatiquement possible afin de se concentrer sur l'analyse et l'action, et pas forcément sur la production. Donc aujourd'hui, 80% du temps, on passe souvent dans la production des indicateurs. Une fois qu'ils sont produits, il nous reste peu de temps pour l'action et la décision. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à Namani, mais c'était mon propos, comme dirait l'autre. Je ne sais pas quelles sont vos questions, mais c'est ma réponse. Alors, il nous reste quelques minutes pour traiter justement des différentes questions. Comment distinguez-vous du reste des offres similaires? Quels sont les modèles récurrents? C'est quoi les éléments différenciants, puisque la question est posée, on va y répondre, les éléments différenciants d'Altaïs? Alors, là, pour le coup, ça devient une dimension un peu marketing dans mon propos, ce qui n'était pas jusqu'à présent. Évidemment, ce que l'on essaye, c'est d'avoir des solutions qui soient le plus ludiques possible, le plus simple possible. En réalité, historiquement, Altaïs, on était également intégrateur de tout un ensemble d'autres solutions et nous étions très critiques sur la complexité d'utilisation de ces systèmes. Aujourd'hui, tous nos systèmes, quand je dis qu'on a peu de formation ou pas de formation, c'est bien parce que les systèmes sont devenus, nous avons reconçu complètement ces solutions pour avoir des solutions parfaitement ludiques. La deuxième chose, c'est qu'elles sont ouvertes. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez, sur un périmètre, utiliser une solution tierce, eh bien, nous sommes complètement ouverts. Nos solutions s'intègrent complètement dans une architecture préexistante au niveau du SI. Au niveau des solutions, évidemment, tout est hébergé en France. Nos équipes techniques acceptent la personnalisation, y compris lorsque on sort du standard des solutions, même si ce n'est pas après ça qu'on court. Voilà. Donc en fait, et puis je crois qu'on est vraiment reconnu aujourd'hui sur la qualité du service qui accompagne la solution. C'est-à-dire que jamais un client
reste sans réponse ou on a une obligation de réponse dans les 24 heures sur chaque question posée par les clients. Donc ça va bien au-delà de la solution. Alors, mais il y a beaucoup de solutions sur le marché, vous avez entièrement raison, et donc c'est parfois difficile de faire son choix. Moi, de ce que j'ai vu des solutions Altaïs, mais c'est pas pour servir la soupe de notre invité, c'est que les solutions sont, je dirais, EPI. Alors, EPI, le E, c'est éprouvé. Voilà, 19 ans, donc c'est une start-up qui innove beaucoup, mais qui a quand même éprouvé sur plusieurs centaines de clients l'ensemble de ces solutions, donc c'est solide. Le P, c'est pragmatique, on vient de le voir, on est dans l'opérationnalité, ça marche, c'est opérant. Le I, c'est innovant, je l'ai évoqué également, et le S, c'est simple, ce qui rejoint le pragmatisme, et puis la notion de service, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement que pour que ça tourne, il faut aussi des hommes derrière, évidemment, et c'est ce dont on parle. Alors, allez, on prend une dernière question, parce que Annick nous relance sur sa question. Pouvez-vous répondre en 30 secondes, ou pas d'ailleurs, hein, Yann, pouvez-vous répondre à la question sur le coût de l'outil Forum RH? Oui, bon, c'est un dispositif qui coûte entre 3 000 pour des sociétés qui utilisent occasionnellement la solution et qui peut monter jusqu'à aux alentours de 15 000 euros. De manière forfaitaire par société, en fait. Hein. Donc une société utilise la solution, c'est bon, on est à peu près dans ces eaux-là. Ok, donc vous voyez une fourchette assez large. Je crois que le plus simple, vous avez les adresses mail et les différents contacts. Rapprochez-vous peut-être d'Altaïs. Il nous reste 4 minutes pour terminer. Toujours les deux mêmes questions à la fin des webinaires Parlons RH. Quel est votre actu et un coup de cœur RH? Oui, faire partager. Oui. Alors, au niveau de l'actu, en fait, j'avais envie de parler un peu de la R&D. Donc, la R&D chez nous, c'est pas nouveau, puisque, évidemment, on en fait tout le temps. Aujourd'hui, on a 60% des équipes qui travaillent sur de la R&D. Et on a quelque chose de tout à fait nouveau, par contre, dans notre R&D. Et là, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. C'est que dans ces sujets d'innovation, nous avons le big data. Tous les sujets d'innovation, nous les attaquions sous deux aspects, c'est-à-dire l'aspect métier et l'aspect technique, hein, ce qui paraît assez logique pour un éditeur. Sur l'aspect big data, en fait, on a ouvert une troisième dimension qui est l'aspect éthique, qui est l'aspect déontologique, qui nous paraissait manquer. Donc nous avons ouvert un troisième axe de réflexion là-dessus. C'est absolument passionnant et donc nous avons même sollicité la CNIL et le défenseur des droits pour avoir des retours également, avant de mettre en œuvre les solutions, potentiellement avant de pousser nos clients à utiliser ce type de solution. Voilà, donc ça c'est un sujet d'actualité très chaud chez nous. Donc l'actu Big Data, et on voit que pas que sous l'angle techno, surtout pas, également sous l'angle éthique et déontologique, et effectivement ce concept interroge, et il ne s'agit pas d'y aller tête baissée et de foncer dans le tas. Il faut effectivement y apporter des réponses, notamment sur cet axe déontologique et éthique. Et le coup de cœur RH? Oui, alors le coup de cœur, je ne sais pas s'il est RH, j'en sais rien s'il est RH, il n'est peut-être pas RH. En fait, moi je suis un voileux, je suis pas, mais en même temps c'est aussi la façon de faire fonctionner des équipes. Hein. Je suis un voileux, je suis absolument aujourd'hui passionné par le Vendée Globe. Et oui, ce sont des équipes, c'est aussi une façon de faire fonctionner les équipes. Et ce que je trouve formidable aujourd'hui, c'est que les nouvelles technologies dans lesquelles je nage depuis 20 ans, hein, enfin, en tout cas on a des innovations tous les ans, eh bien on voit que c'est en train de transformer complètement ce type d'événements. Et j'avais envie d'amener les internautes à faire un petit tour sur un site qui s'appelle virtualregatta.com, en tout cas ceux qui sont intéressés par la voile. C'est un site formidable qui vous permet de créer votre bateau, de participer au Vendée Globe de façon virtuelle. C'est vraiment extraordinaire ce recoupement qu'on peut avoir. Donc on voit que la nouvelle technologie sert les RH, mais en tout cas sert également la voile. Voilà. Donc j'avais envie de proposer ce coup de cœur.
Alors pour connaître ce site, et on n'en a pas parlé, je peux également que vous y inviter, effectivement, et la voile, c'est peut-être un petit peu comme les RH, c'est une aventure, d'une part, en solitaire, mais évidemment pas que, c'est aussi évidemment une affaire d'équipe et de technologie et d'innovation. Donc on est vraiment bien dans nos sujets. Pour ma part, avant de vous souhaiter bon vent et pour rester dans une âme maritime, d'abord merci beaucoup Yann, Avec merci plaisir, avec plaisir. d'avoir échangé. Alors je m'excuse auprès des internautes pour les problèmes techniques de vidéo que nous avons pu rencontrer. On va débriefer de tout ça et voir comment corriger ça, premier point. Je vous invite à nous suivre sur notre prochain webinaire, le 9e, qui aura lieu le 15 décembre à 11h30, qui traitera du thème de la formation. Et pour être plus précis, ça sera 7 conseils pour intégrer avec succès les MOOC et les SPOC dans votre stratégie de formation, développement des compétences. Notre invité sera Antoine Amiel, fondateur de l'Homme Assembly. Donc, je vous invite à nous rejoindre pour ce webinaire, 15 décembre, 11h30. Je vous invite surtout, si vous êtes de passage dans le 92 et plus particulièrement à Nanterre, à venir à l'agence 3 bis rue du Dr Foucault à Nanterreville, à côté du RER A. Tout simplement prendre un café pour parler formation, parler recrutement ou parler RH. Merci encore Yann, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.